Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir dans vos maisons, partout où vous suivez, pour ce nouveau numéro de votre magazine Gens et Volontariat. Encore une fois, nous sommes ensemble avec Médecins du Monde France et HPP Congo. Pour ce magazine, c'est le droit de réponse. Vous avez été nombreux à poser des questions et vos questions ont été acheminées auprès de Médecins du Monde France et HPP Congo. Et sans plus tarder, pour ce droit de réponse, par rapport au thème de la présentation du rapport d'études sur les grossesses non désirées et les avortements à Kinshasa, mené conjointement par Médecins du Monde et HPP Congo, nous allons vous présenter nos participants de ce numéro. Je vous présente Monsieur Médard de HPP. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Comment se porte HPP Congo? HPP Congo se porte très bien. Et là, nous passons à Madame Alejandra. Bonjour Madame Alejandra. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Très bien, merci. Les nouvelles de Médecins du Monde France. Très bien, très bonne. Et là, nous passons à Docteur Loussala Patrick. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Les nouvelles de votre service au sein de Médecins du Monde France. Ça va très bien, nous progressons, continuons à travailler. Très chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons poser les questions qui viennent auprès de nos téléspectateurs. Ma toute première question me provient de Madame Mujinga à Matete. Et là, je salue tous les téléspectateurs du magazine Genre et Volontariat à Matete. La question de Madame Mujinga, comment expliquer que c'est seulement la tranche de 15 ans à 24 ans qui est la plus touchée dans votre étude, l'étude de Médecins du Monde de France? Qui peut répondre à la question? Moi, je peux vous expliquer. En fait, cette étude elle fait partie d'un programme et, qui a comme cible cette tranche d'âge. Donc, nous avons souhaité mener d'abord cette étude avant de bien connaître les jeunes et les adolescents qui se retrouvent dans cet âge-là, afin de mener des actions qui sont adaptées à leur situation. Voilà, là nous passons à la troisième question. Très chers téléspectateurs, si vous me prenez debout, droit de réponse avec Médecins du Monde France et HPP, ils répondent à tous ceux qui ont posé la question par rapport au magazine que nous avons présenté en présentant le rapport d'études de Médecins du Monde et HPP Congo. Et là, c'est Madame Ramazani Angalema. Salutations à tous nos téléspectateurs du magazine Genre et Volontariat Angalema. Les ONG doivent sensibiliser les parents à parler de la sexualité avec leurs jeunes filles et jeunes garçons. Existe-t-il dans votre organisation des centres d'entretien avec les parents? Oui, merci. Donc là, c'est M. Millard qui répond. Ah ouais, aussi M. Média, parce que je m'occupe du volet sensibilisation communautaire. Nous en profitons pour saluer Mme Ramazan, c'est pas encore M. une fois de plus. Oui, nous allons répondre par oui pour dire que dans notre programme, nous avons des centres qui existent. Pour jeunes, nous travaillons avec 5 centres de santé partenaires à Kingambo et à Sélémbao. Et au sein de ces centres-là, Médecins du Monde a aménagé des espaces jeunes où, pour question de confidentialité, nous nous rencontrons avec ces jeunes-là que nous encadrons dans les différents clubs de jeunes, où nous parlons de sexualité avec sans tabou. Mais aussi parce que madame s'est préoccupée des problèmes de famille, à Kingambo et Sélémbao aussi, nous travaillons avec des familles que nous avons organisées dans des groupes d'action de famille. À Kingambo, il y en a 80, à Sélémbao, il y en a 80 aussi. Et à travers le groupe d'action de famille-là, nous partageons toutes les thématiques sur la santé sexuelle et reproductive contenues dans notre guide de sensibilisation ici, mis en place par Médecins du Monde et HPP Congo. Il y a différentes thématiques sur la santé sexuelle et reproductive et nous partageons avec nos différents membres de famille qui se retrouvent dans nos groupes d'action de famille. Donc, dommage que Mme Ramazan ne soit pas à Kingambo à Sélémbao pour pouvoir bénéficier de ça. Mais nous espérons que peut-être le programme pourra s'étendre un jour pour Angalema, que Madame pourra se retrouver dans nos groupes d'action de famille pour bénéficier de ces différentes thématiques. Très bien dit, M. Médard. Tellement qu'il y a des questions, nous allons encore être plus substants par rapport à nos réponses. Salutations à tous les étudiants qui suivent le magazine Genre et Volontariat à Kinshasa. Gloria, une étudiante à Lemba, sa préoccupation.
La plupart des conseils dans le domaine de la sexualité, c'est auprès des amis que nous les apprenons. Ça, c'est Gloria qui dit ça. Et sa question, comment faire pour exposer ce problème de connaissance à la sexualité à nos parents? Merci, mademoiselle Gloria, qui j'espère qu'elle sera en train de nous suivre. Le grand combat par rapport à nous, c'est nos tabous qui nous lient. Et est-ce que ces tabous-là nous amènent toujours de bonnes choses? Je dis oui et non. La première des choses que je vais dire à mademoiselle Gloria, c'est qu'elle doit prendre tout son pouvoir entre ses mains pour dire les problèmes de sexualité, il faut en parler. Pour autant qu'on peut en parler des problèmes de maladie à la famille, autant on peut parler des problèmes de typhoïde. C'est un problème de santé qui existe et qui doit être traité sur le plan médical, qui doit être parlé, comme on en parle de tout autre problème. Les histoires des tabous, c'est là où ça nous mène aujourd'hui. Heureusement, madame dit que, mademoiselle, j'espère, elle n'a pas l'état de pouvoir parler de ça avec les parents, parce que c'est tabou. Mais, par besoin d'informations, elle se fait informer auprès des amis. Mais est-ce que les informations qu'elle reçoit auprès de ses amis sont des informations scientifiquement valables, sont de vraies informations qui peuvent l'aider à être en bonne santé sur le plan sexuel et je dis non. Donc, mademoiselle doit avoir tout son pouvoir à ses mains pour dire nous devons dépasser, nous devons avoir le pouvoir pour dire il faudrait avoir ce courage de pouvoir parler de sexualité avec les parents et les vraies informations ne peuvent contenir que de la famille si au moins la famille est sensibilisée, si la famille comprend aussi. Sur cette table, il y a monsieur, le docteur Loussa qui n'a pas encore parlé, mais je pense avec ces 3 questions, il va parler. Et là, nous en prenons 3 à la fois. Monsieur Longo Akimbanseke, un clin d'œil à tous nos téléspectateurs Akimbanseke. Pour monsieur Longo, quels sont les dangers pour une femme qui n'a pas recours à l'espacement des naissances? Question de monsieur Kabamba à Kassafougou. Chez ma mère, nous étions à 12 enfants. Elle n'a jamais recouru à l'espacement de naissance. Mais pourquoi actuellement les ONG nous parlent d'espacement de naissance? Et enfin, madame Bobette Alingwala, présentez-nous les avantages de recourir à des méthodes contraceptives pour espacer les naissances et si vous pouvez nous en donner quelques exemples, docteur Loussala. Je suis très flatté par rapport aux questions de M. Longo, M. Kabamba et de Mme Bobette. Il faut retenir d'abord la contraception arrive à résoudre 4 problèmes. Et dans la communication, nous parlons de 4 trop. Les 4 trop voulant dire les grossesses trop espacées, ça sera déjà la première, les grossesses trop rapprochées, des grossesses trop tardives et des grossesses trop nombreuses. Et si on veut éviter des grossesses trop rapprochées, c'est comme ça qu'on parlera des espacements des naissances avec des méthodes efficaces et c'est des méthodes contraceptives. Il y a aussi une méthode naturelle que les parents utilisaient, c'est entre autres la séparation des parents, donc ils ne vont pas se rencontrer physiquement, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc c'est facile qu'à ce moment-là, on trouve des enfants qui ne se suivent pas. Et c'est ce que nos grands-parents utilisaient autrefois, on séparait les parents. Mais aujourd'hui, on ne sépare plus de couples, ils sont là, papa et maman participent à l'harmonie et la prise en charge des enfants. Donc du coup, s'ils n'ont pas une méthode efficace, ils vont constater, puisqu'ils continuent à vivre sexuellement, qu'une maman qui allait à des niveaux une grossesse répétitive. C'est comme ça qu'on parlera à ces moments-là des méthodes contraceptives modernes qui feront que les couples continuent à vivre sexuellement, mais la grossesse n'arrive pas, puisqu'on évite une conception. Okay? Et la dernière question donc de madame, je vais donner des exemples. Vraiment, il y en a plusieurs. À Kinshasa, je pense que ce qui est connu, c'est par exemple les méthodes physiques, qu'on va parler préservatif ou condom. Et là, les jeunes appellent ça chaussettes, les jeunes appellent ça bottines. Puisque une femme utilise ou bien un homme, et les couples ne vont pas avoir d'enfants. En dehors des méthodes physiques, on a aussi des méthodes qu'on appelle hormonales, comme les dépôts provéra, comme les pilules contraceptives, comme l'implant, comme des stérilés qui sont pourvus des cuivres des hormones. Ces méthodes modernes, aujourd'hui, permettent aux femmes de gérer avec efficacité leur maternité. Je pense avoir répondu aux questions de nos amis. Et là,
passe à Madame Bangamba, si je cite bien le nom, je le prononce bien, Madame Bangamba Kintambo. Comment faire pour rendre disponible l'utilisation des préservatifs auprès de jeunes de 15 à 24 mois dans les communautés défavorisées? C'est possible de faire ça? Oui. Préservatifs à ceux de 15 à 24 ans? Rassurez-vous, si vous allez dans les communautés les plus défavorisées, je vous dis, vous serez peut-être surpris de voir une fille de 12 ans avec un bébé. Ça, ce sont des faits, ça, ce sont des réalités. Comment rendre les préservatifs disponibles? C'est ce que nous faisons d'ailleurs, HPP Congo Maintien du Monde, là où nous mettons en œuvre notre programme qui n'a pas à Sénégal. Le plus grand problème avec ces jeunes, c'est qu'il faut aller vers eux. Il faut vivre avec eux, il faut les écouter, ils ont des besoins, ils ont la façon de communiquer, ils ont les endroits où ils pensent que si vous mettez les préservatifs là-bas, ça leur sera favorable. Et nous prenons pour notre cas, c'est que nous avons parlé des centres, des espaces de jeunes qui existent dans les différents centres de santé partenaires avec lesquels nous travaillons, mais aussi ce que nous faisons, c'est que nous avons créé des sites de distribution de préservatifs dans la communauté. Nous utilisons certains bars que nous appelons communément bars. Nous utilisons certains espaces pour les clubs de jeunes, là où les jeunes fréquentent un peu trop. Nous mettons les préservatifs. Il y a certains hôtels aussi, bien sûr, que nous mettons pour dire ceux qui sont dans les besoins, ils peuvent passer là-bas dans la convivialité et retirer les préservatifs. Mais aussi dans nos différents bureaux. Je parle des bureaux de HP, même les bureaux de MDN. On s'arrange pour dire que dans nos différentes toilettes, quand nous organisons des rencontres avec eux, parce que parfois quand vous distribuez comme ça, ils peuvent avoir honte, on s'arrange pour mettre certains paquets de préservatifs dans les installations hygiéniques pour dire, quand les jeunes vont passer, ils vont voir ça, on est parfois surpris quand vous mettez un paquet, et surtout quand vous avez un événement ou vous organisez une manifestation, allez-y après quelques minutes, vous allez voir que tout le paquet sera terminé. Donc c'est ça, il faut écouter ces gens-là, ils ont des besoins, ils vont vous dire quoi faire, où mettre ces préservatifs-là, et ils vont entrer en possession de ça facilement, et c'est ce que nous faisons. Et là, nous passons à la question de M. Richard à Livoulou. Un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent à Livoulou. M. Richard dit ceci: vous ne pensez pas qu'il est mieux de sensibiliser les mamans à parler avec leurs jeunes filles sur la sexualité responsable? M. Meda d'HPP Congo. Oui, je vais même compléter M. Richard pour dire, M. Richard parle seulement de sensibiliser les mamans pour leurs filles, mais je dirais à M. Richard qu'il faudrait aussi sensibiliser les papas pour qu'ils puissent aussi parler avec leurs garçons. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire, nous faisons à travers nos groupes d'action de famille et papiers qui nous envoient à Sénégal, grâce au guide de sensibilisation mis en place par les du monde de PNS et HPP Congo, où nous sensibilisons effectivement les parents pour dire la grande responsabilité, c'est d'abord nous les parents. Si, imaginez aujourd'hui Saint-Forêt, vous vous retrouvez dans une maison, votre fille vient, elle tombe brosse. De quoi la première réaction des parents, c'est que la fille va subir l'agression. Chasser, taper, mais en amont, nous parents, qu'est-ce que nous faisons par rapport à ces filles? Donc la première des choses, quand j'apprends que ma fille tombe enceinte et que je ne parle pas de sexualité, je devrais par contre trouver ma tête pour dire que le premier responsable, c'est moi. Donc nous avons la responsabilité, que ce soit les mamans ou les papas, de pouvoir sensibiliser nos filles. C'est comme ça. Moi j'aimerais bien compléter juste, je ne sais pas ce que M. Richard entend par sexualité responsable, mais pour nous, en tant qu'organisation médicale et des sensibilisations communautaires, une sexualité responsable, c'est une sexualité qui donne toutes les informations nécessaires pour qu'ensuite les jeunes prennent les décisions qui sont bonnes pour leur santé. Nous ne sommes pas l'Église, nous n'avons pas un rôle moralisateur ici, mais un rôle de santé publique. Protéger nos jeunes, nos adolescents pour qu'il n'y ait pas des grossesses qui ne sont pas désirées et pour qu'ils ne subissent pas des pressions ensuite de la société et pour qu'ils ne se retrouvent pas avec des IST, des infections sexuellement transmissibles. Monsieur Tcha a été répondu et là nous passons à Madame Landou à Lingwala. Madame Landou à Lingwala dit ceci: en tant que mère, quelle est l'approche à utiliser pour parler de la sexualité avec mes jeunes filles? Docteur Loussala. Oui, c'est intéressant en tout cas. Et là, je peux aussi introduire docteur Loussala, si vous me permettez, la question par rapport à l'espacement de naissance. Comment faire? C'est ça.
Donc, je suis ravi d'avoir cet intérêt. Il faut dire, en suivant déjà les propos des collègues, Mme Alejandra et M. Médard, nous avons une approche dans la communication avec les jeunes en restant sur des questions ou bien en fait des problématiques santé publique. Le programme, en fait, ici, répond à un besoin aussi qui est santé publique. La sexualité des jeunes et des ados. Ils se retrouvent sans information et par moments, en fait, influencés par les pairs, par les médias, l'Internet, WhatsApp, ainsi de suite, et des pratiques à risque. Donc maintenant, on parle de sexualité responsable. Voilà, nous avons cette approche qu'on appelle santé publique. Donc nous partons sur des faits et nous présentons des moyens pour éviter ces faits. D'autres approches, on parle de l'approche réduction des risques. C'est-à-dire, nous présentons scientifiquement les risques qu'il y a. On sait qu'une personne qui a des contacts sexuels ou qui parle des rapports sexuels, et si jamais c'est des personnes qui s'accouplent, l'une d'elles porte une infection, l'autre va se retrouver aussi infectée. Scientifiquement parlant, qu'est-ce qui peut faire que l'infection, le microbe ne passe pas? C'est que c'est l'utilisation de moyens qui empêchent. Et ces moyens-là, c'est quoi? C'est les préservatifs. On donne cette information. Et le fait que la maman discute avec son enfant dans cette approche scientifique en restant sur les faits, l'enfant a l'information. Ok? Et si une personne prend de lui-même l'option d'éviter les microbes et que cette personne est informée, au moment où il se retrouve devant une situation où il a tête de faire des rapports sexuels, il prendra ses précautions. C'est ça, moi je pense que comme le docteur Patrick vient de le dire, la question du choix est importante. C'est-à-dire, c'est nous, le couple, la famille, qui décide de choisir quand on veut avoir un enfant. Il y a déjà la question de santé de la femme qu'il faut préserver, mais aussi des questions économiques. Par exemple, peut-être que la femme veut reprendre le travail, et peut-être ensuite, 2, 3 ans après. Voilà, c'est une question de choix des familles. La grossesse ne doit pas être forcément subie, la grossesse doit être un choix des familles. Voilà, la grossesse doit être un choix. C'est là, je voulais juste compléter, aller par rapport à la préoccupation de M. Kapama qui dit que la maman, nous sommes en 12, la maman n'avait pas eu un problème d'espace. Pourquoi les jeunes en parlent? Je me dis, parce que pour rejoindre la réponse, j'allais par rapport aux questions de choix. Est-ce que la maman qui a eu 12 enfants, est-ce qu'elle avait fait le choix? Est-ce qu'on avait demandé son opinion? Je laisse à M. Kapama de pouvoir répondre. Et si la maman est encore vivante, il faut demander à maman, les 12 enfants qu'elle a eu, c'est sa volonté. Elle avait souhaité à chaque fois avoir des grossesses, oui ou non? Et c'est ça notre combat. Nous ne disons pas que les gens peuvent ne pas avoir autant d'enfants, mais que ce soit une question de choix libre et décidé. C'est là où nous sommes. Monsieur Lumingu à Bandalungwa, comment sensibiliser les centres de santé dans nos communautés à mieux parler de la sexualité avec les jeunes? Je pense que déjà nous avons, pour M. Lumingu, anticipé en parlant que nous avons nos approches qui répondent à notre stratégie. Nous sommes une organisation médicale. Dans la communauté, nous avançons avec ces informations scientifiques. Nous combattons l'ignorance vraiment en matière de sexualité et après nous donnons tous les outils, tous les éléments à la personne de choisir. Et nos arguments, c'est les questions santé publique. Aujourd'hui, tout le monde en parle. On sait qu'on s'est plaint, mais personne ne prend le courage de mettre des actions. Voilà, nous mettons des actions en donnant l'information et en donnant les outils, et les jeunes arrivent à choisir d'eux-mêmes. Et dans ce cadre-là, les jeunes sont accompagnés, sont écoutés, et le problème est vu de façon individuelle. Je pense que c'est ça les éléments. Je peux compléter. Et là, nous avons Madame Judith, elle est étudiante, elle est dans la commune de Limité. Madame Judith, que nous saluons, dit ceci: comment faire pour parler de la sexualité sans être stigmatisé à l'université, à la maison ou à l'église? Oui, je serais vraiment très à l'aise pour répondre à mademoiselle Judith, étudiante de son état, pour dire que le problème de la sexualité, il faut aborder le problème du point de vue scientifique. La plupart des cas, parce que nous les sommes emportés par nos us et coutumes, c'est pourquoi nous pensons que parler de la sexualité c'est tabou. Mais si on aborde le problème du point de vue scientifique, je crois qu'on peut en discuter, que ce soit à l'église, que ce soit à l'université ou que ce soit à la maison. Ce qui est vrai, les gens vivent la sexualité. Les gens pratiquent la sexualité au jour le jour. Mais pour
en parler, il y a un semblant de tabou, il y a un semblant de... J'appelle ça bien semblant, les gens font semblant. Je vous dis, si on voulait, je ne sais pas, même moi, la première fois que j'ai eu mon acte sexuel, je n'avais pas parlé avec mon père ou à ma mère. Avec quel risque j'en ai couru? C'est ça, nous devons dépasser ce stade et aborder les problèmes de sexualité sur le plan scientifique. Autant pour d'autres problèmes qu'on n'a pas dans la société, je suis très content que j'ai une étudiante, donc quand il va prendre tout son pouvoir entre les mains pour en parler, je dis bien, pas se contenter des tabous, mais en parler sur le plan scientifique. Voilà, et là nous allons rassembler la question de Madame Francine. Madame Francine et la question de Monsieur Mabata Matete. Les deux disent la même chose. C'est un clin d'œil qu'ils font au magazine Jean et Volontariat. Donc je reprends la question de Madame Francine. Nous vous avons suivi à la télévision. Pourriez-vous devenir plus régulier dans cette émission pour nous aider à vous suivre régulièrement? Et là, nous avons M. Mabata Matete. Si nous sommes informés des faits socio-humanitaires, c'est toujours grâce à l'émission de M. Sanfoyan. Ne pouvez-vous pas signer un contrat de collaboration avec ces derniers pour que nous puissions nous informer régulièrement? Ça, c'est un clin d'œil au magazine. Madame Alejandra. Oui, je souhaitais répondre. C'est sûr, on est conscient, c'est pour ça qu'on a souhaité passer dans cette émission et ensuite répondre à ces questions-là. Et l'un des buts de notre programme, c'est vraiment la sensibilisation et répondre parce qu'on sait que c'est justement parce que ce sont des questions taboues, les gens n'osent pas en parler dans leur entourage. Du coup, les médias, notamment la télévision et des émissions comme celle-ci, permettent cet échange, permettent sans être forcément trop exposés. Et on sait que c'est très important et on réfléchit à voir comment continuer de faire cette sensibilisation. Après, ben voilà, les choses ont un coût et nous, on n'a pas non plus énormément d'argent, mais effectivement, c'est très important et on va essayer de continuer d'être présent et de répondre à vos questions. Madame Francine et Monsieur Mabata, merci pour le soutien au magazine. Merci beaucoup, c'est gentil. Et là, nous passons à Madame Sylvia Massina. Afin de parler avec les jeunes sans tabou sur la sexualité, est-il possible que votre ONG puisse ouvrir des centres d'écoute pour jeunes dans chaque commune? Eh bien, centre d'écoute dans chaque commune. Je vais parler et répondre à cette question dans la continuation. Donc, comme Mme Alejandra l'a dit, c'est une volonté pour nous d'être présents, de participer à l'information pour casser tant soit peu l'ignorance. Et à Kinshasa, nous travaillons avec le PNSA qui a une vision, PNSA provincial comme national, qui a une vision vraiment plus élargie que nous. Nous sommes dans des communes pour l'instant. Je pense qu'il y a plusieurs partenaires à Kinshasa qui nous suivent. Je motive d'ailleurs tous les collègues qui peuvent agir dans ce sens-là et à étendre nos actions. Et je pense que la commune de Massina, donc là où se trouve Mme Sylvie, je pense est visée et nous pensons qu'il y a probablement des actions qui pourront se développer dans le cadre des programmes généraux santé sexuelle et reproductive dans les jours qui viennent. Et nous en appelons à tous les acteurs pour qu'on fasse autant pour toute la vie. Ce problème se pose partout à Kinshasa, voire même à l'intérieur du pays, où il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'accès aux services et en vivant, nous subissons simplement les conséquences. C'est néfaste, je ne sais pas comment je puis dire, mais catastrophique, carence en besoins en santé sexuelle et reproductive. Et là, je passe à la question de Madame Françoise. Madame Françoise à Makala, nous faisons un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent à Makala. Madame Françoise dit ceci: le fait de prendre des pilules contraceptives chaque jour peut exposer la femme à développer un cancer. Docteur Salah. Et vraiment, je dirais à Madame Françoise que ce sont des rumeurs et cela n'est pas vrai, puisque dans les fonctionnements des pilules qui sont des produits pharmaceutiques, vous allez retrouver des hormones que vous avez déjà dans votre corps. Par exemple, la progestérone ou bien dans des liquides à injecter, les mêmes hormones que la femme développe déjà dans son corps. Et autant la femme n'a pas de cancer puisqu'elle a de ces hormones dans son corps, et elle n'en aura pas puisqu'on lui ajoute en termes de quantité. L'avantage qu'elle en tire, puisqu'on agit sur la quantité de ces hormones, on va déplacer ou bien on va différencier les moments où elle devait concevoir par rapport à la période où elle va faire des rapports. Donc les pilules par exemple
qu'on appelle pilules contraceptives oraux combinées. Ça se prend régulièrement. Donc chaque jour, la dame qui choisit les comprimés des pilules, elle doit prendre chaque jour un comprimé. Et il y a plein de femmes que nous rencontrons qui ont choisi d'utiliser cette méthode, qui vivent bien et qui ne développent pas de cancer. Ces pilules-là, cliniquement même parlant, évitent à certaines femmes de développer des myomes. Et pas uniquement les pilules contraceptives, si je peux me permettre, il n'y a aucune méthode contraceptive aujourd'hui qui provoque des maladies. Voilà. Surtout pas le cancer, et comme le dit le docteur Patrick, même elles sont bénéfiques contre les myomes par exemple, effectivement, prouvé scientifiquement. Madame Léonie Akingawa dit ceci: est-il possible d'organiser des journées portes ouvertes dans votre ONG pour que nous puissions bénéficier de vos informations sur la santé sexuelle de jeunes? À Akingawa, nous avons des groupes d'action de famille qui existent un peu partout. Question que Madame Léonie puisse moi s'informer, où elle peut passer à nos bureaux pour avoir beaucoup plus d'informations, ou appeler le médecin du monde pour pouvoir avoir nos informations. Mais aussi, nous organisons pas des journées portes ouvertes, mais nous organisons des campagnes de masse dans la communauté à Kingawa et à Selemba. Je crois que si Madame Léonie peut par exemple voir nos banderoles. Je peux aussi vous ajouter la question de Eric qui est aussi étudiant. Eric, étudiant à Galema, il dit aussi: est-il possible que vous puissiez faire des formations dans les écoles, les universités, les regroupements de jeunes, donc pour avoir des pères éducateurs? Ok, là ça tombe bien aussi par rapport à mes CV pour dire que le père éducateur nous informe dans le programme par rapport aux différents clubs de jeunes que nous avons. Mais nous avons aussi un programme de travail avec certaines écoles, seulement que je ne pourrais peut-être pas satisfaire Eric parce que les écoles partenaires dans le programme ne vont peut-être pas se retrouver aux alentours de Messérie. Mais sinon, dans le programme à Kingawa Semba, nous collaborons avec un certain nombre d'écoles pour la mise en. Monsieur Moukeba Anjili, nous saluons Monsieur Moukeba Anjili. Une femme qui achète des préservatifs féminins ou masculins dans une pharmacie de son propre chef est une femme de peu de vertu. Oui, on ne sait pas si. Là, il n'y a pas de questions. Là, c'est une affirmation. Je ne sais pas si c'est M. Moukeba qui le pense. Et nous, comme vous voyez, nous, ce n'est pas notre avis. Notre avis, c'est qu'une femme qui achète des préservatifs masculins ou féminins est une femme qui prend soin de sa santé et qui, en plus, comme on en discutait tout à l'heure, qui en plus aime son partenaire, puisque en se protégeant elle le protège lui aussi. Donc voilà, nous ne partageons pas cette image. C'est ça un peu la stigmatisation. C'est ça la stigmatisation, effectivement, vous le dites très bien, que les femmes subissent, c'est moins chez les hommes, même si c'est aussi peut-être le cas sur tous les jeunes. Et le fait d'utiliser des préservatifs, c'est une façon de il faut encourager, pour protéger. Il faut les utiliser, ils sont là pour, on peut avoir une sexualité épanouie, ceux qui ont décidé de l'avoir, et protéger sa santé, ce n'est pas une fatalité, la sexualité n'est pas égale à une maladie, bien au contraire. Je peux me dire, dommage que nous ne saurons pas voir M. Moukeba et nous n'avons pas le droit de poser des questions, mais je me dis, s'il faut que je pose quand même une question à M. Moukeba qui aura peut-être la chance de nous suivre encore, peut-il nous donner les inconvénients de l'utilisation des préservatifs? C'est quoi? Par contre, les personnes qui n'utilisent pas les préservatifs dans les actes sexuels, est-ce qu'ils peuvent se rendre compte des conséquences de tout ça? Voilà, nous, on est des organisations qui travaillent dans la santé publique, où il s'agit de préservatifs. C'est un choix. Nous, on ne se mélange pas là-dedans. Ce qu'on veut, c'est éviter vraiment des problématiques de santé qui aujourd'hui sont graves, comme le VIH-Sida, mais il y a plein d'autres, en plus des grossesses non désirées et tout ce qui... Voilà, l'hépatite B, toutes les infections. Voilà, docteur Loussala Batik. Et là, je vais regrouper les trois questions. Madame Nicole Akinkole nous dit ceci: est-il possible que l'utilisation du stérilet puisse perturber les cycles de menstruation chez une femme? Là, la première question. Madame Malou Agombe: le port de l'implant provoque-t-il le cancer? Et enfin, Madame Nancy Akintambo: comment savoir qu'on est éligible à une méthode contraceptive donnée? J'ai répondu directement à Madame Malou. L'implant ne donne pas de cancer, comme toutes les autres méthodes contraceptives. J'avais expliqué, j'ai l'affirme, les nouveaux. C'est vraiment des produits pharmaceutiques faits d'ailleurs à base du fonctionnement du corps de la femme. Et comment savoir qu'on est éligible? La question de Madame Nancy, déjà je te donne le principe.
c'est les cliniciens ou les médecins qui vont le dire quand tu vas en consultation, mais toute femme en âge de procréer, c'est-à-dire à partir de 15 ans, la femme commence à avoir ses cycles menstruels, il va gagner davantage de maturité autour de 19 à 20 ans, et c'est le meilleur moment après 19 ans donc d'avoir la grossesse. Mais avant cela, donc cette femme qui voit déjà ses cycles de menstruation, elle a la capacité de concevoir, elle est éligible. Qu'elle ait moins de 18 ans ou qu'elle ait plus de 18 ans, elle est en bonne santé, c'est le clinicien qui va le dire, et on lui présentera les méthodes qu'elle va choisir. Donc je voudrais vraiment combattre ici cette fausse conception qui pense que c'est les personnes adultes qui sont éligibles. Non, toute femme en âge de procréer, en bonne santé, est éligible à pratiquement toutes les méthodes, et le clinicien va présenter et voir au cas par cas la méthode la mieux adaptée à la dame. Et je terminerai donc du coup à la question faite de Madame Nicole, voilà, qui voulait savoir si les stérilés perturbent le cycle menstruel. J'ai tantôt dit ici les méthodes qui sont proposées aux dames pour éviter la conception. On les appelle les méthodes contraceptives, et parmi ces méthodes, il y a le stérilet qu'on va classer dans des méthodes des barrières. On le classe actuellement aussi dans des méthodes hormonales, puisque le stérilet, c'est un dispositif qui peut avoir du cuivre et ça peut avoir aussi de l'hormone. Quelle hormone? Le progestérone qui est dans le corps de la femme. Et le cuivre va fonctionner comme dans notre corps, nous avons un peu de métaux comme le fer. Vous entendez souvent, je mange le pondo, je prends un peu du fer. Et voilà, le cuivre, c'est une construction qu'on va retrouver aussi dans le corps de la femme à des doses acceptées. Et dans les deux cas, le stérilet ne pose pas de cancer. Et ça va permettre plutôt à la femme de ne pas concevoir au moment où elle ne désire pas. Quand ça fonctionne bien, ça s'évolue en harmonie avec son corps. Ça va perturber les cycles. La majorité des méthodes contraceptives perturbent les cycles. Dans quel ordre? C'est-à-dire la femme qui voyait ses règles chaque 28 jours, donc avec un certain rythme, les jours peuvent s'éloigner. La quantité que la femme voyait, la quantité peut diminuer ou augmenter. Mais l'objectif recherché de ne pas concevoir, la femme va l'avoir. Mais l'objectif qui n'est pas recherché, d'avoir par moment des petits saignements qui sont gérables, et d'avoir un peu plus de saignements ou d'avoir une sensation de bien-être ou bien de mal-être à un moment, ou de gagner un peu de poids, ce sont les effets secondaires qui sont rattachés aux méthodes contraceptives, et les stérilés en donnent très peu. D'autres méthodes peuvent donner, mais ça varie toujours selon les dames. C'est pas nocif, c'est pas vraiment quelque chose de... En termes de nocivité, donc on a parlé de cancer, non, puisque la question de la dame, si ça perturbe les cycles, oui, ça va perturber, ça va changer les cycles, mais c'est vraiment dans l'ordre de l'acceptable. Je voyais mes règles, quand je vois mes règles pendant 3 jours, comme maintenant j'utilise une méthode, je vois mes règles pendant 5 jours, 6 jours, et si je suis gêné, le médecin va le gérer. Je voyais mes règles, maintenant je ne le vois pas, mais je reste femme, je peux avoir mes rapports, je ne conçois pas. Donc c'est ce que j'ai tenté d'expliquer, mais c'est difficile d'en parler à l'émission, au box de consultation. Tous ces effets vont être présentés et ce n'est pas nocif, ça ne va pas rendre la dame malade. Voilà. Là, nous avons la question du frère Laurent Alemba. Nous avons besoin des ONG, mais pas des dépravations de mœurs, ça c'est fort, par l'exposition de nos filles à la sexualité hors du mariage. Il est pasteur, je pense. Et oui, alors, bon, ça, j'insiste sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on est une organisation, les ONG médicales, nous sommes des organisations qui travaillent dans la santé publique. Et il faut savoir, et je pense que tout le monde le sait, même si pas tout le monde souhaite en parler, et les pratiques sexuelles chez les jeunes et les adolescents existent. Et je comprends les églises qui veulent éviter que ça, ils ont le droit de faire, de passer le message qu'ils souhaitent passer en tant qu'église. Nous, en tant qu'organisation médicale, notre message est celui de, si vous avez des rapports sexuels, sachez qu'il y a ces risques-là, et voilà, il y a des moyens de se protéger, il y a des moyens de contourner ces risques pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir une grossesse. Et je souhaiterais quand même aussi lier, j'espère avoir répondu à la question, alors on n'encourage pas du tout à ça,
à avoir des rapports sexuels. Tout simplement, on fait avec ce qui est la réalité aujourd'hui, et pas uniquement en RDC, hein, c'est le cas partout, parce qu'il y a ces changements physiologiques que le docteur Patrick expliquait tout à l'heure. C'est normal qu'à un certain âge, il y ait ces envies-là. Après, voilà, chacun fait de son corps ce qu'il peut, ce qu'il veut. Donc on essaie de limiter ces risques. Et il y a aussi Madame Hélène Aingaba qui parlait aussi tout à l'heure que le fait d'encourager, de parler de l'utilisation des contraceptifs pouvait encourager une sexualité non contrôlée. Et moi je souhaite insister sur quelque chose dont on n'entend pas assez parler, et c'est le fait que scientifiquement, il y a des études qui ont prouvé qu'aujourd'hui, plus les jeunes, plus quelqu'un a accès à une éducation sexuelle, plus cette personne retarde le premier rapport sexuel. Il y a notamment la thèse de doctorat du professeur Gabi Nsakala, si je ne me trompe pas, et qui prouve scientifiquement qu'aujourd'hui, voilà, plus les jeunes ont accès à des informations. Quand on a l'information, on sait, on connaît la réalité et on est capable, les plus à même de se protéger ou de décider, ah bah moi pour l'instant je ne veux pas, je préfère attendre, ou non, ou j'y vais, mais je sais comment me protéger et comment protéger mon entourage aussi. Que ça, c'est notre rôle, voilà, on n'encourage pas, on donne les moyens pour se protéger, ceux qui ont fait le choix eux-mêmes d'avoir des rapports. Et deux dernières questions pour clore notre entretien de ce jour. Madame Nathalie Akingaboa, j'ai 3 ans de mariage et 3 enfants. Mon mari n'aime pas que je lui parle d'espacement de naissance. Comment faire pour sensibiliser une telle personne? Et Madame Nicolas Lemba, votre intervention de la fois passée m'a fait prendre conscience. Comment avoir des mots justes pour parler de sexualité à mes enfants de 12 à 14 ans? Donc, Madame Nathalie, j'ai 3 ans de mariage et 3 enfants. Son mari ne veut pas entendre parler d'espacement de naissance. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tel monsieur? Je vais conseiller vraiment ma chère Nathalie très brièvement, mais directement, pour qu'elle arrive à voir les éléments. La négociation, c'est les gros mots. Il faut apprendre à négocier la stratégie. Tout ce qui est nouveau est repoussé peut-être par les personnes qui ne sont pas convaincues. Du coup, choisir les bons moments pour en parler. Ce n'est pas les jours où l'on sollicite les rapports sexuels et que ces jours-là vous pourrez tomber enceinte qu'il faut en parler. Anticiper, en parler. Deuxième aspect, présenter les avantages. Vous devez vous-même d'abord être convaincu avant de convaincre. Et troisièmement, proposer aux besoins, solliciter un soutien d'une personne qui travaille dans l'offre de méthodes. Vous avez tout à gagner dans votre couple. Si vous avez la conscience que vous en avez trois et que maintenant il faudrait vous reposer ou vous arrêter. Et votre partenaire, votre mari n'est pas de cet avis-là, donc il faut en parler au moment où vous êtes vraiment en symbiose, après un repas, après une sortie, vous êtes tranquille, en parler et les arguments pour convaincre. Sinon, prenez un rendez-vous, venez, vous êtes à Lemba, je pense que davantage le programme s'y va s'étendre, ou solliciter un centre mère et enfant où on propose la méthode et allez-y en conseil à deux. En couple, vous pourrez rencontrer une personne qui vous présente des avantages, vous avez tout à gagner, comme je disais, vous allez vous reposer, la famille va gagner en termes d'économie, les enfants à naître dans une famille où vous êtes équilibré, puisque ces enfants sont désirés, vont bénéficier de l'amour et de l'amour et grandir calmement. Mais par contre, à l'opposé, votre corps va en souffrir et vous allez être malheureuse à voir des grossesses que vous ne désirez pas, mais c'est seulement le choix de votre mari. Donc voilà les éléments. Peut-être garder contact, on pourra continuer à échanger et solliciter, et rencontrer des cliniciens et en parler. Oui, moi je voudrais dire aussi, 3 enfants en 3 ans, c'est une torture pour le corps d'une femme. C'est vraiment une torture. Enfin, le corps n'a pas eu le temps, chez vous, madame, de se reposer, de se reconstituer. Et ça, c'est important de le faire comprendre. Comme vous le dites, docteur Patrick, au besoin, quelqu'un du corps médical qui puisse vous appuyer sur des questions plus techniques, mais c'est vraiment important pour votre corps, votre santé des femmes. Là, nous allons terminer avec un mot de sensibilisation de la part d'HPP Congo et Médecins du Monde, Dr Lusala et M. Mida vont le faire en Lingala. Et en Lingala, on dirait Makamabotaka,
la désordre et comme il demandait. Donc, il faut qu'on y ait là. Parents, il faut qu'on y ait là. Ton père doit venir à Banaté. Pour venir à Banaté, donc il faut qu'on y ait là. Ni ne trouver que ça là, dans le fond, on a vraiment une formation. Pour bien. Na kobakisa docteur Patrick na bamboka mosusu tozona mboka mindele bamakambo batie mwana zeli o bakende kotike pa na biloko ezalaka esude serikali ya sengole mpona nini mpona bato batimbela makambo ya baméthode contraceptive bato batimbela makambo ya kozwa éducation sur la sexualité mpo ezali koprépare bango soki ozwiki epa na biso awa Kinshasa na bato baza na mboka nakanisi na mboka okuta mwana 12 ans 14 aza na mwana na Kinshasa il faut qu'il y ait un millier de plus de tout ça va tirer battre information alors j'ai eu les tout ça pour bien dans ma tenue docteur Patrick Alobé. Très chers téléspectateurs, merci à la grande équipe de HPP Congo et Médecins du Monde de France qui ont bien voulu nous accueillir en ce jour. Merci au docteur Patrick Loussala pour sa participation. Merci à Madame Alejandra. Merci à Monsieur Leda d'HPP Congo. Et merci à la grande direction, à la haute direction de Médecins du Monde qui a bien voulu la réalisation de ce magazine télévisé. Et quant à moi, je vous dis merci. Bye. À la prochaine.